La première idée concernant l'inexistence, c'est que précisément, il faudrait jamais employer le terme au singulier, puisque l'origine de mon projet, c'est un intérêt pour les inexistants, c'est-à-dire des inexistants déterminés, des choses ou des objets inexistants. L'inexistant, tel qu'on l'envisage généralement, est presque synonyme de néant, non-être, néant. Et ça, c'est une vieille affaire métaphysique, c'est une affaire dont Bergson, précisément, s'est débarrassé. J'allais dire d'un revers de main, c'est pas vrai, parce qu'il consacre une bonne quinzaine de pages à déconstruire le concept, à montrer que sa production même est l'effet d'un faux mouvement de la pensée qui se prend les pieds dans le tapis et qui produit une sorte de concept positif du néant, ce qui est une aberration. Il faudrait penser sans passer par la case néant. Ça, c'est la grande affaire de Bergson et aussi de Deleuze. C'est ce qui oppose Deleuze à la dialectique hegelienne, c'est-à-dire l'idée que la différence serait toujours prélevée, arrachée sur fond de négativité. Bon. Oublions le néant, mais précisément l'inexistant que j'envisage, je l'envisage d'emblée comme un inexistant déterminé. Telle chose, tel objet, alors déjà les termes font problème, hein, objet, chose, en tant qu'il n'existe pas. L'existence propre de mon repas de demain matin, mon petit déjeuner, pas encore pris, puisque nous n'y sommes pas, ou encore l'inexistence d'un défunt, qui par définition n'est plus, l'inexistence du cercle carré, objet impossible. Bon, d'emblée, on est déjà pris dans un problème qui est de savoir si tout ça relève bien d'une même catégorie, si ça a même un sens, d'appeler tout ça inexistant, s'ils le sont au même sens, etc., etc. Mais donc, bon, si on veut prendre la question à la racine, c'est déjà une chose de dire, au fond, il y a d'abord des choses qui n'existent pas. Et c'est en tant qu'inexistant déterminé que je m'y intéresse. Alors, pourquoi je m'y intéresse? Ça, c'est la question légitime, parce qu'on peut s'intéresser à tellement de choses. Bon, c'est l'intuition qu'au fond, quand on fait de l'ontologie, donc on décrit ce qui est, la façon dont les choses coexistent, sont ensemble, on a tendance justement à se focaliser sur l'être. Et depuis toujours, alors il y a un aspect un peu généalogique, un peu de l'histoire de la philosophie, depuis toujours, disons en gros depuis Aristote, en tout cas, c'est le premier qui fait ce geste clairement, on a tendance à refouler la question du non-être, et singulièrement des inexistants déterminés, justement à la contenir, c'est presque la stratégie, la doctrine du Pentagone dans les années 50, la containment, on la contient dans une doctrine des catégories chez Aristote, typiquement. Parce que Aristote dit en gros ceci, alors pour couper court aux conséquences un peu incontrôlables d'un dialogue célèbre de Platon, le sophiste, il dit il n'est pas question effectivement d'accorder l'être au non-être d'aucune façon, il faut être parménidien sur ce point en tout cas, et donc pas question d'installer le non-être comme une sorte de principe autonome, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est le diffuser, donc le refouler en le contenant, en le diffusant à travers les catégories. Il y aurait autant de façons de ne pas être qu'il y a de catégories. Il y a une façon de ne pas être selon la substance qui consiste à n'être pas, au sens, par exemple, un enfant qui n'est pas né, bon, il n'existe pas encore comme substance, il n'est pas. Ou si j'entre dans une pièce et que machin n'y est pas, bon, il n'existe pas en tant que machin est une substance individuelle. Mais on pourrait ensuite décliner, et donc il propose en fait de dire qu'il y a autant de non-être que de catégories. Puis il y a deux autres façons de l'envisager, et là il est beaucoup plus perplexe, ce qui montre que dès que vous refoulez, la psychanalyse l'explique bien, le problème revient comme symptôme. Il y a un petit problème, dit-il, c'est qu'il faut aussi envisager le faux, malgré tout. Il y a des choses fausses, on dit de certaines choses qu'elles sont, alors qu'elles ne sont pas, et donc ça produit du faux, en tout cas dans l'ordre du discours. Il y a peut-être même du faux dans les choses, c'est pas totalement exclu. Et puis enfin, il dit il y a une troisième détermination possible du faux, qui elle est assez obscure, c'est le faux en tant que... de l'inexistant, c'est l'inexistant en tant que potentiel. C'est la doctrine de l'être en puissance. Et là, l'être en puissance, en un sens, il n'est pas encore pleinement ce qui doit être, il n'est pas en acte. Ce qui est sur le mode de ne pas encore être en acte, ou être sur le point de l'être, le potentiel, la dynamisme, la puissance, c'est quasiment du non-être, mais c'est pas vraiment du non-être. Alors, ces manières de contenir le non-être, et en même temps de le revoir réapparaître sur le mode d'un symptôme dans la question de la puissance, là, dans la question du faux, etc., montre que le règlement de la question chez Aristote n'est pas du tout satisfaisant. On ne peut pas contenir, en fait, sans que ça revienne, nous hanter la question de l'inexistant dans une doctrine des catégories en disant il y a autant de manières de ne pas exister qu'il y a de manières d'être. Voilà, ça c'est le premier point, il fallait faire autre chose. Alors, prenons un paradoxe, le suivant.
Le futur n'existe pas, mais le futur est inexistant, mais l'acte libre qui pourrait décider d'un futur possible existe. L'acte existe pour autant qu'on le performe, effectivement. Dans le moment de l'acte, il y a un acte. Après, il existe sur un mode particulier qui est celui de l'acte. C'est pas une substance, c'est peut-être un événement. On a du mal déjà à le cadrer dans... Alors, il y a l'action, qui est une des catégories aristotéliciennes. Action, passion. Et on pourrait le cadrer comme ça. C'est un mode d'être sur le mode de l'agir, du passage à l'acte. Mais effectivement, le futur, si par futur on entend un état de choses qui n'est pas encore advenu, il y a un sens très, très évident où on peut dire que ce futur n'existe pas. En même temps, si on considère que la réalité qui dessine ou qui préfigure ce futur est déjà d'une certaine façon donnée sous forme de potentiel, sous forme de tendance, donc il y a un terme bergsonien, il y a un sens auquel on peut dire que certains futurs ont déjà commencé d'exister. Et puis de toute façon, si on prend la chose à la lettre en termes un peu analytiques, si le futur c'est ce qui n'est pas présent, pas encore présent, dès lors que le présent lui-même n'a pas de limite claire, que le présent est toujours sur le mode de la prétention, en train d'anticiper sur ce qui va venir, si le présent a déjà un pied dans le futur, le mieux qu'on puisse dire, c'est que des futurs vraiment très éloignés et peut-être très improbables n'existent pas. Mais la plupart des futurs qui entourent comme un halo l'action présente, ils sont déjà dessinés. Alors Sartre dit dans un texte de l'imaginaire que c'est pas du vrai futur, qu'en réalité c'est un futur qui est simplement la traînée comme ça, le halo qui accompagne le geste présent. Il prend l'exemple du joueur de tennis qui anticipe l'endroit où la balle va rebondir et qui y est déjà d'un geste avant même d'y être, son bras, tout son élan le porte déjà là. Donc le futur, d'une certaine façon, est inscrit d'emblée dans la continuité du présent. Et il dit c'est pas un vrai futur. Les vrais futurs doivent faire une sorte de trouée dans l'être et projeter une possibilité comme pure possible, posée comme n'existant pas, présentifiée en un certain sens comme n'étant pas. Donc ça, c'est toute la théorie sartrienne de l'imaginaire. Et donc là, je fais un arc complètement fou, vertigineux d'Aristote à la phénoménologie. Mais c'est vrai que la phénoménologie, typiquement, a été une manière philosophique d'accommoder le non-être sans le refouler. Et on pourrait dire que tout le texte de l'imaginaire de Sartre, donc un texte pré-être et le néant, c'est le jeune Sartre, tourne autour de cette affaire de l'inexistant, d'un bout à l'autre. C'est de faire droit sur le mode de l'image, puisque c'est le concept d'image ou de la conscience d'image qui fédère tout le travail, faire droit à la paradoxale présence du non-présent, de l'absent, présenté comme en tant qu'absent. Donc je pense à Paul à Berlin, et on rejoint nos affaires de simultanéité. Paul à Berlin, pendant que je suis à Paris, je me rapporte à lui en tant qu'il n'est pas ici, en tant qu'absent. Voilà. Sauf que c'est immédiatement indexé à un mode d'être particulier, qui est le mode d'être conscient, la région conscience, comme dit Husserl, et c'est indexé à toute la grammaire de l'intentionnalité, c'est la capacité que la conscience a de viser ce qui n'est pas elle, d'être d'emblée projetée vers une extériorité qu'elle pose comme objet, y compris quand cet objet n'existe pas. Et c'est une autre façon de contenir le problème de l'inexistant, parce qu'il est d'emblée accommodé en fait sur le mode de l'image ou de l'objet intentionnel ou du noème. Il est d'emblée accommodé dans un régime de relations qui je pense en fait ne fait pas pleinement droit ontologiquement à ce que l'idée d'un inexistant déterminé porte de négatif, de négation. Alors après, ça se complique chez Sartre lui-même, puisque il éprouve le besoin de traiter pour elle-même l'ontologie de l'être et du néant, donc donner toute sa place au néant comme détermination ontologique, ce que faisait pas encore l'imaginaire, ou ce qui était seulement préfiguré. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut faire encore autre chose ? C'est-à-dire, disons, aller au-delà de ces stratégies de refoulement, pour libérer la puissance de l'inexistant et faire en sorte, parce que ce serait ça le pari, et là je parle maintenant comme certains de mes camarades réalistes spéculatifs, ou peut-être comme Tristan Garcia et son ontologie démocratique, le premier moment en tout cas, qui est l'aplatissement, l'égal traitement de toute chose, de tout objet,
On pourrait dire, au fond, que le projet, dans un premier temps, il consiste à dire on va traiter les objets inexistants, les inexistants, dans leur multiplicité, avec le même égard que les existants. C'est-à-dire qu'on va les traiter comme des objets. Et secondairement, comme des inexistants. Ça, c'est une façon de faire. Alors ça, c'est un peu ce dont on hérite aujourd'hui dans la métaphysique contemporaine de Meinong, qui est ce penseur autrichien, en dialogue avec Russell, avec la tradition phénoménologique aussi, et qui essaye de penser, de donner tout son statut à des objets inexistants. Et donc, il en propose une catégorisation, au fond, puisque un objet inexistant, ça peut être à nouveau pôle absent, la simple absence, mais ça peut être, à l'autre bout, des objets impossibles, comme le cercle carré, qui dans sa contradiction même, est bien sûr empêché d'exister, ne pourra jamais être réalisé, on n'exhibera jamais un objet dans l'existence, sur le plan de l'existence, qui sera cercle et carré, mais qui peut être parfaitement conçu dans sa contradiction même. Ça ne l'empêche pas d'être un objet. Ça l'empêche simplement d'exister. Bon, et alors là, il y a effectivement un traitement extrêmement libéral, une ontologie extrêmement libérale et donc extrêmement profuse. Russell disait qu'il y avait une jungle irrespirable chez Meinong, où à peu près n'importe quoi, non pas existe, mais peut être traité dignement comme un objet. Y compris tous les inexistants, mais alors ça fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de choses qui existent, pardon, beaucoup plus de choses qui n'existent pas que de choses qui existent. Et là, je dirais, c'est une façon de contourner le problème d'une autre façon, puisque on n'a finalement pas traité la question de l'inexistant, on a traité la question de l'être-objet. On a généralisé la catégorie de l'être-objet, et de façon à pouvoir l'appliquer à peu près à n'importe quoi, y compris ceux dont on comprend, pour toutes sortes de raisons, que ça ne peut pas exister, peut-être ça n'existera jamais, etc. Donc, je dirais que la question de l'inexistant comme tel n'a pas été traitée, n'a pas été thématisée, même dans cette tradition extrêmement généreuse qui fait droit à plein de choses, sur le mode de l'être-objet. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Eh bien, dans un premier temps, et là de façon très empirique, ça a été de faire un repérage. J'ai fait cours plusieurs années là-dessus, et bon, c'est le contexte approprié, un repérage des lieux de l'inexistant, où la question se pose. Alors de façon évidente, la fiction, l'imaginaire est une variété en effet, mais aussi des déterminations ontologiques plus fondamentales, comme le possible, comme le futur. Je dis plus fondamentales parce qu'elles affectent beaucoup plus de choses, c'est des catégories beaucoup plus transversales, et donc aussi ça m'a conduit à interroger, alors dans cette perspective, des notions comme le virtuel. Le potentiel aristotélicien, c'est une chose, le virtuel chez Bergson, chez Deleuze, qu'on va prélever dans les franges de l'expérience, là où les formes et justement les identités commencent à se déliter, ou alors, pour employer un terme du Champien, l'inframince, c'est-à-dire cette zone, Deleuze dirait, indiscernable, où la différence entre deux êtres, deux modalités, deux choses, se réduit à presque rien. Le point évanouissement, le point d'évanouissement. Alors l'idée, l'intuition, c'est qu'il y a tout un courant en fait de la philosophie contemporaine qui envisage et qui prend en charge la question de l'inexistence sous le mode de l'évanouissant. Le presque rien, ça, c'est Jean Kelevitch qui parle comme ça, mais avec un autre logiciel en quelque sorte, mais bon, cette idée d'une intensité quasi nulle d'existence. Et en disant intensité, j'ai introduit un schème intensif, un schème qui est déjà présent implicitement chez Kant, avec l'idée que tout quantum de réalité peut, au moins par un exercice d'imagination métaphysique, être ramené à un zéro, qui est son point d'apparition dans l'existence. Cette idée d'intensité d'existence, je pense qu'elle permet de capturer, de saisir la question de l'inexistant à la limite, comme étant le point d'évanouissement d'un existant. Est-ce que ça prend vraiment au sérieux le poids métaphysique de l'inexistant? Là, il y a une discussion à avoir. C'est parce qu'on pourrait considérer que c'est une façon de rapatrier massivement l'inexistant dans les périphéries de l'être, comme un halo qui borderait tout existant. Il y a un halo qui le borde, un halo de virtualité qui le fait replonger dans le passé, qui anticipe sur l'avenir. Il y a un halo de virtualité qui fait que la différence qui apparaît bien nette à une certaine échelle entre deux êtres se brouille et qu'entre deux, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à fixer, à stabiliser, qui serait justement, par exemple, la relation en tant que telle, qui serait une modalité de l'inexistant. À cet égard, voilà, ça se brouille parce que, en fait, on a l'impression que cette façon de traiter l'inexistant,
revient à la diluer. À la diluer dans une métaphysique des degrés de l'être ou des intensités d'être. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Juste pour indiquer le lieu, maintenant on peut vraiment effectivement travailler. Ben, je pense que ce que je suggérerais, c'est qu'on commence par arracher, cette notion d'inexistant à la notion d'objet. Que d'emblée, on cesse de se poser la question des objets inexistants. On ne pense pas l'existence comme un quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne rabatte pas massivement tout ça dans un mot, une catégorie vide qui serait l'inexistant ou le néant, mais qu'on pense quelque chose comme des moments d'inexistence ou des phases d'inexistence qui pourraient rendre compte d'une réalité sujette à comment on pourrait dire, à des éclipses, à des moments de le mot m'échappe maintenant justement, des éclipses, quoi. Des réalités clignotantes, qui est des moments où l'être simplement disparaît, où l'être est troué. Et au fond, derrière cette question de l'inexistant, plutôt que de penser, de thématiser des objets inexistants, ce qui était le premier réflexe, je pense que c'est plutôt des moments d'inexistence ou des phases d'inexistence. Et donc ça me renvoie finalement à ce qui était au fond déjà le problème de ce nexus dispersé ou troué qui était l'espace-temps, plein de déphasages, plein de points aveugles, etc. C'est toujours la même affaire. On revient à cette idée que ce qu'il faudrait penser d'emblée, c'est une texture ontologique qui incorpore d'emblée des moments de blanc, d'éclipse, où quelque chose qui existait, même faiblement, bascule de sorte que pendant un temps au moins, ça n'est plus. Et cette idée d'une ontologie clignotante, on en trouve les rudiments, par exemple, bizarrement chez Bachelard, dans une méditation sur la physique quantique et sur le mode d'existence à la fois dispersé et intermittent, voilà le terme qui me manque, l'intermittence. Essaye de rendre compte de ça, d'une ontologie, non pas forcément des objets, puisqu'ils ne sont peut-être même pas constitués comme tels, mais des phases de l'être, des phases intermittentes de l'être. Donc l'inexistant, finalement, se détermine à la fin comme le problème de l'intermittence. Et mon seul souci, c'est qu'en effet, tout existe, d'une certaine façon. Si on prend ce parti, tout existe à un certain degré, et j'ai l'impression que ce geste-là, il serait complémentaire du premier. J'avais indiqué qu'il y avait un geste de refoulement dans la métaphysique qui traverse toute l'histoire des pensées de l'inexistence. On s'accommode toujours, on essaie de le refouler, de le contenir dans l'être, éventuellement le pluralisant ses significations en fonction de penser des catégories de l'être. Mais l'autre manière de faire, qui est plus violente en fait, consiste à dire tout existe d'emblée, d'entrée de jeu. Et c'est ça le problème des pensées de la différence ou des pensées affirmatives de la ligne Spinoza-Bergson-Deleuze. C'est ça qui m'a toujours un peu gêné, c'est le fait que d'emblée, en réalité, la question de l'inexistant a été, c'est pire que refoulée, elle a été, c'est de la forclusion, si on veut rester dans le vocabulaire psychanalytique. Et là, ça revient pas comme symptôme, ça revient comme phénomène psychotique, c'est-à-dire ça revient sur le mode du délire ou de l'hallucination. Et c'est très clair chez Deleuze, qui lui assume effectivement une pensée du délire. Et c'est très clair aussi dans les textes les plus obscurs de Husserl, les textes sur la fantasia, beaucoup plus étranges que les textes que Sartre a pu écrire sur les mêmes questions, l'imaginaire, l'image, en prenant aussi beaucoup d'adjuvants pour expérimenter l'hallucination, prenant différentes substances. Husserl a une pratique des drogues, expérimentale, scientifique. Il essaye de travailler sur ces états modifiés de conscience, on les appelait pas comme ça à l'époque, qui permettent de superposer à son champ perceptif quelque chose comme, il appelle ça un fantôme, des fantômes, un fantôme d'image, quelque chose qui n'est pas encore stabilisé en objet d'une visée intentionnelle, mais qui hante le champ perceptif tout entier, soit sous le mode d'une tonalité affective ou d'une coloration qui n'a pas de couleur. Il dit en fait c'est gris si je regarde bien, et en fait ça n'a pas de couleur, et pourtant c'est là. Ou alors simplement sur le mode de quelque chose comme une réminiscence, mais pas stabilisé en image, quelque chose comme
On se regarde là, et puis je me souviens de vous avec une moustache, alors que manifestement, je ne vous ai jamais vu avec une moustache, etc. C'est des textes très étranges où on voit très bien que la forclusion de l'inexistant, voilà, chez Husserl, son indexation à l'objet intentionnel, chez Deleuze, Bergson, au virtuel ou aux intensités faibles d'existence, conduit à des retours massifs sur le mode du délire ou de l'hallucination d'objets très très étranges qu'on n'arrive pas à prendre en charge, en fait, qui sont beaucoup plus étranges encore que peuvent l'être par exemple des personnalités virtuelles qu'on porte en soi, ou des souvenirs. C'est des choses qui sont littéralement caractérisées comme des fantômes, comme des spectres, et dont Husserl, par exemple, sait absolument pas quoi faire. C'est très gênant, cet inédit qui a été publié, traduction française, sous le titre Fantasia et conscience d'image. C'est un texte totalement expérimental, où on voit très bien qu'il ne sait pas comment manier ces quasi-objets, ces quasi-phénomènes. Donc ça fait retour, quoi qu'on fasse. Et si ça fait retour comme ça, c'est pas très satisfaisant, parce que c'est sur le mode d'une sorte de donnée brute que la philosophie n'arrive pas à traiter, à prendre en charge. On préférerait que ça revienne de façon plus contrôlée, et c'est pourquoi je propose de dire que non, tout n'existe pas, qu'il y a de l'inexistant. C'est peut-être pas des objets inexistants, parce qu'à ce compte-là, c'est une autre manière de régler le problème en disant que n'importe quoi peut être un objet, y compris les objets qui n'existent pas. Je pense que non, il faut se retenir de dire que c'est un objet, il faut se retenir de dire que tout existe, il faut partir du principe que l'existence est un processus, je redeviens bergsonien, qu'il y a des phases de l'être, et que dans ces phases, il faut intégrer d'emblée des intermittences, des éclipses, et que peut-être c'est une ontologie clignotante d'un certain genre qu'il faut élaborer pour rendre compte pleinement, voilà, de ces moments de bascule dans l'inexistant.